Bienvenue à tous. Ça fait toujours du bien de vous retrouver chaque semaine et de pouvoir découvrir avec vous les merveilles, les cultures ou encore les sports du monde. Je sais que dès l'entame de cette émission, vous êtes déjà impatient d'avoir la question de la semaine. Sans plus attendre, la voici. De quel marathon parle-t-on dans ce documentaire? A. De Douala, B. Du Médoc, C. de Libreville. Le numéro qui sera tiré au sort remportera un écran plasma de 60 pouces 3D d'une résolution de 1080 Full HD avec connectivité Wi-Fi d'une valeur de 2 753 450 francs CFA. Répondez en nous envoyant 7D suivi de votre réponse que vous envoyez au numéro court 8877. Alors, chaque année, début septembre, à la veille des Vendrons, se déroule le marathon des châteaux du Médoc. C'est la fête du sport, du vin et de la convivialité. C'est autour de la ville de Pauillac, située sur les bords de la Gironde, au cœur du Bordelais, que se court le marathon du Médoc. Le parcours de 42 km traverse les plus beaux vignobles du monde. Dans le Médoc, la culture de la vigne s'est développée à partir du XVIIIe siècle sous l'impulsion de la bourgeoisie et de la noblesse bordelaise. La popularité nationale et internationale du marathon du Médoc est déjà visible lors de la remise des dossards. Si les régions françaises sont largement représentées par les Bretons, les Auvergnats et les Basques, les pays étrangers ne sont pas en reste. En effet, on note la présence des Européens, mais également des Australiens, des Japonais et des Canadiens, et surtout, des Américains. Chaque année, début septembre, à la veille des vendanges, se déroule le marathon des châteaux du Médoc. C'est la fête du sport, du vin et de la convivialité. C'est autour de la ville de Pauillac, située sur les bords de la Gironde, au cœur du Bordelais, que se court le marathon du Médoc. Le parcours de 42 km traverse les plus beaux vignobles et châteaux du monde. Pichon-Longueville, La Tour, Mouton-Rothschild, Grand Puy-Lacoste et bien d'autres. Dans le Médoc, la culture de la vigne s'est développée à partir du XVIIIe siècle sous l'impulsion de la bourgeoisie et de la noblesse bordelaise. Dans le royaume du cépage Cabernet Sauvignon, la beauté du paysage se conjugue avec la beauté architecturale. La popularité nationale et internationale du marathon du Médoc est déjà visible lors de la remise des dossards. Si les régions françaises sont largement représentées par les Bretons, les Auvergnats et les Basques, les pays étrangers ne sont pas en reste. En effet, on note la présence en force des Européens, mais également des Australiens, Japonais, Canadiens et surtout Américains. El Paso, Texas. St. Louis, Missouri. Ich komme aus Süddeutschland, aus Tuttlingen. The wine and the party. The carnival. It's supposed to be funny. It's supposed to be costumes, the wine. It's supposed to be a big party. La mise en place du second marathon de France, par le nombre de participants, nécessite une parfaite organisation. Une importante assistance médicale et une structure de ravitaillement tout à fait exceptionnelle mettent à contribution toute la population locale. 35 000 litres d'eau, 2 000 litres de vin, 60 000 éponges et 100 000 gobelets vont être distribués durant l'épreuve. Le marathon du Médoc est l'œuvre de 6 amis qui, après avoir couru le marathon de New York, décidèrent de créer dans leur région une épreuve de fête sportive. Car le marathon, c'est avant tout, dans l'esprit des organisateurs et de leur porte-parole Hubert Rocher, la célébration de la fête, de la convivialité et de l'amitié. Je crois que les gens qui viennent ici, ils viennent par amitié d'abord, parce qu'ils viennent tous en groupe. Le plus souvent, ils courent entre eux. Il y a une grande convivialité dans la course et autour de la course. Il y a un grand échange qui se fait entre la population et les coureurs, et ça, c'est extraordinaire. Donc les coureurs le sentent, ils le rendent bien en se déguisant, en faisant les fous, en faisant des choses un petit peu folles qui peuvent un petit peu paraître démesurées, mais en fait, je crois que la démesure, c'est de venir chez nous. Et quand ils viennent chez nous, ils ont envie d'une chose, c'est de revenir. La veille de la course, les concurrents se rassemblent à l'occasion d'un dîner baptisé Mille Pattes. Au programme, musique, danse et bien évidemment, dégustation de différents vins du Médoc.
petit matin dans les campings autour de Pauillac, on se lève dans la joie et la bonne humeur. On se maquille, on se grime, on se coiffe, on s'habille, bref, on se déguise. Car un des attraits du marathon, ce sont les milliers de déguisements qui transforment cette course en un carnaval délirant. La totale liberté d'inspiration permet la création de personnages, l'évocation de mythes et de héros anciens et contemporains. L'imagination et l'humour sont au pouvoir. Non loin de la ligne de départ, sur les bords de la Gironde, se dressent de pittoresques cabanes en bois montées sur pilotis. Elles sont utilisées depuis des générations par les pêcheurs locaux. Le grand estuaire de la Gironde, qui ouvre sur l'océan Atlantique, bénéficie de marées quotidiennes qui apportent les poissons les plus variés. Jean Berland, originaire de Pauillac, qui participe activement à l'organisation du marathon, est un passionné de pêche. Il a construit sa cabane de ses mains avec beaucoup de patience et d'astuce, car ici, un bon pêcheur est aussi un bon bricoleur. En principe, c'est beaucoup de matériel de récupération. Vous voyez, ouais, les vitres là, c'est des vitres de caravane. De caravane et puis du bois. Bon, mais quelques planches, bien sûr, nous sommes obligés d'acheter quand même un peu de matériaux, mais c'est beaucoup de la récupération que l'on fait. D'un côté de l'autre, des vieilles portes qui ne servent plus, des anciennes fenêtres qu'on récupère et puis ça nous fait le montage. Bon, la pêche, vous voyez, vous êtes sur la cabane là, on descend le filet, on le laisse environ 1 minute, 2 minutes dans l'eau et puis on relève. Et c'est au moment où c'est le bonheur que le poisson passe au-dessus du filet qu'on le soulève et qu'on le ramasse. Papier. Ainsi, durant l'année, en fonction des saisons et des marées, Monsieur Berland pêche des carlets, des esturgeons, des aloses, des petites anguilles et parfois des sols. À 9h30 du matin, les quelques 8000 concurrents s'élancent sur les routes et les chemins du Médoc à la découverte des paysages et des plus beaux châteaux. Les plus rapides parcourront les 42 km en moins de 2h30 et les autres, c'est-à-dire la plupart d'entre eux, mettront plus de 5 heures, parfois même 6 heures, quand il s'agira de tirer un char. Outre les postes de ravitaillement qui jalonnent le parcours, les 22 points de dégustation constituent un lieu de rendez-vous incontournable. Ainsi, des centaines de bouteilles et des dizaines de caisses attendent les coureurs. La caisse en bois est de nos jours de plus en plus utilisée pour transporter le vin, car elle est pratique, solide et esthétique. Et c'est au milieu du 19e siècle qu'elle fut utilisée à des fins militaires pour le transport des armes légères. Depuis, le processus de fabrication a peu varié et Jean-François Despujol porte une attention particulière au choix de la matière première. Alors pour fabriquer ces caisses, naturellement, le bois de pin des Landes, puisque vous le retrouvez aussi bien dans le Médoc, les Graves ou le Sauterne, la forêt jouxte le vignoble. Donc il était évident que l'on utilise ce bois, qui est d'ailleurs relativement facile à travailler, très tendre et d'un aspect très joli. Après le séchage, le bois de pin est débité en planches de longueur variable en fonction de la taille des caisses. Mais l'opération la plus ancestrale est celle du marquage à chaud qui permet d'imprimer par brûlage le blason et le nom du château.
L'agrafage et le cloutage s'effectuent sur les mêmes machines qui assemblèrent les caisses de munitions jusqu'à la dernière guerre mondiale. La caisse en bois est devenue depuis une décennie un objet de marketing. En effet, pour les grands vins du Bordelais, elle est devenue symbole de qualité et d'exception. Une des caractéristiques de ce marathon, c'est l'ambiance musicale créée par une cinquantaine d'orchestres interprétant tous les styles de musique populaire. Ils jalonnent le parcours pour encourager, enchanter et distraire coureurs et spectateurs et créer une ambiance de fête inoubliable. Pour désaltérer le nombre important de concurrents, beaucoup de châteaux sortent leurs barriques. La barrique tient un rôle considérable dans la vinification car elle fournit d'une part des odeurs subtiles de noisettes, cassis, vanille, café et caramel et d'autre part le tanin. Henri Barthes surveille de près la fabrication qui est restée très traditionnelle. Dans la fabrication, je dirais que peut-être l'élément le plus important, c'est la chauffe de la barrique qui correspondrait, je dirais, à la façon de cuire un plat, si vous voulez. Suivant que vous cuisez un plat au barbecue, à la vapeur ou qu'il est rôti, etc., on obtient des résultats tout à fait différents. Et dans la chauffe de la barrique, c'est absolument la même chose, suivant qu'elle est chauffée lentement, à feu vif, que le bousinage de la barrique qui est fait en fin de chauffe dure plus ou moins longtemps. On arrive à avoir des arômes différents et on essaie, nous, dans la recherche toujours de la qualité, d'adopter les chauffes à ce que souhaitent nos clients. Il y a des clients qui veulent des boisés qui sont plus marqués, des boisés qui sont plus grillés, d'autres plus discrets, d'autres plus fins. Et tout ça peut se maîtriser avec la chauffe de la barrique. La barrique est fabriquée exclusivement à partir du bois le plus noble, le chêne. Ce dernier est choisi dans les plus belles forêts du centre de la France, qui fournissaient dans les siècles passés les chantiers des cathédrales et des navires de la marine royale. Le séchage du chêne dure plusieurs mois, et le trempage dans l'eau est souvent utilisé pour faire disparaître les tanins les plus agressifs. Ce bois est travaillé selon les règles ancestrales, et la barrique, au fil des opérations, devient une véritable œuvre d'art dont la finition est le fruit de nombreuses interventions. On va placer sur la barrique bordelaise traditionnelle des cercles bois, des barres en pin, des chevilles. On va, disons, la faire belle. Et on fait tout ce que l'on peut pour que nos barriques soient attrayantes, elles soient douces au toucher. Vous savez, quand les viticulteurs, ils aiment bien caresser les barriques comme ils caressent leurs femmes, je suppose, parce qu'il faut que la barrique ait la peau douce. On est les petits enfants de l'école maternelle, on est les petits enfants de papa et de maman. Nous sommes les sorcières, nés sous le signe du crapaud. Le marathon permet aux milliers de spectateurs massés le long du parcours de participer à la course en encourageant les coureurs. Ceux qui se déguisent jouent leur personnage avec conviction et chacun vit son rêve en courant. Au long des kilomètres se manifestent l'humour, la fantaisie et l'excentricité pour le bonheur de tous.
love my dog. This is incredible, fantastic. Oh, he's fantastic. Number one. Jean, et de la plume. Eve, eau de feu. Bien vite, les marathoniens s'arrêtent encore pour déguster les grands crus classés qui les attendent dans les cours des châteaux. Souvent, à côté des barriques, des verres, des bouteilles ou des gobelets, on note la présence de carafes dont l'utilisation revient à la mode. L'apparition de la cristallerie sous Louis XIV entraîna la fabrication des carafes en cristal pour servir le vin. C'était un objet rare et fragile dont la transparence donnait tout son éclat à la couleur du vin. Symbole de luxe et d'apparat, elle décorait les plus grandes tables du royaume et on y gravait blasons, armoiries et monogrammes. De nos jours, la carafe gravée retrouve le chemin de nos tables grâce à des artisans comme Marcel Mazuc qui perpétuent la tradition. C'est une future gravure pour une carafe. La carafe, à l'heure actuelle, étant de plus en plus utilisée, tout simplement parce que l'on boit des vins plus jeunes que l'on a buvait autrefois, des vins qui ont souvent entre 5 et 10 ans, et qui ont donc besoin de connaître un petit peu d'oxygénation pour retrouver tout leur corps. La pièce va gagner, je dirais, une âme à trouver un petit peu de personnalité, puisque c'est quelque chose qui va rentrer dans le domaine familial. En l'occurrence, une carafe, si on la garde, les petits-enfants diront, tiens, c'était la carafe du grand-père, donc c'est quelque chose de très symbolique. Un objet gravé passe le temps, est témoin d'une histoire, de plein de choses. Le graveur travaillait pour l'éternité, quoi, quelque part. Les concurrents arrivent enfin au 20e kilomètre, soit la moitié du parcours. Il est plus de midi et si les plus rapides sont déjà arrivés, la majorité des participants s'arrêtent au château Pontet-Canet pour se désaltérer, rire, chanter, blaguer et surtout déguster. Ça ne se refuse pas. Ça, c'est bien. Merci. On arrive pour les 2 ou 3 heures, oui. Allez, on y croit. Allez, on y va. Allez, on y va, on y va, on y va. Les participants repartent dans la bonne humeur à l'assaut des vignobles et des prochains châteaux, tous aussi prestigieux les uns que les autres. Chacun a son histoire et ses traditions. Celui qui est traversé par les coureurs est propriété de la baronne Philippine de Rothschild. Le château Mouton-Rothschild a été fondé en 1853 quand le baron Nathaniel de Rothschild, de la branche anglaise de la famille, acheta sur la commune de Pauillac le château Bras-de-Mouton et lui donna son nom. Quelques décennies plus tard, le jeune baron Philippe, son arrière-petit-fils, décida de prendre en main les destinées du domaine et par ses idées novatrices, lui donna une dimension internationale. Vincent Montigo, gardien du temple, nous offre le privilège d'une visite des caves les plus secrètes de France. Alors les vins, pour ce qui concerne Château Mouton-Rothschild, sont mis en bouteille au château. Il faut
faut savoir que la mise en bouteille au château a été initiée par le baron Philippe de Rothschild en 1924, 2 ans après son arrivée à Mouton. Il était alors tout jeune, il avait 20 ans, et il a décidé de maîtriser le vin jusqu'à sa mise en bouteille, jusqu'au consommateur presque, alors que précédemment, les vins étaient vendus en barrique aux négociants, et c'était le négociant qui avait la charge, la mission de mettre le vin en bouteille. Et je dirais en même temps, il a mis en place, il a décidé d'illustrer son étiquette de personnaliser son étiquette de façon plus importante que ce qui se faisait précédemment. On a ici par exemple un Château Mouton Rothschild 1987. Sur cette étiquette, on peut voir que l'étiquette de Château Mouton Rothschild est chaque année illustrée par un artiste. Ici, c'est Hans Cerny pour le 1987. Mais à partir de 1924, en fait, chaque année, un peintre illustrera l'étiquette de Mouton. Marathon, course et danse font bon ménage. Malgré la fatigue, certains n'hésitent pas à s'arrêter pour se déhancher quelques minutes sur des rythmes anciens et modernes. Outre la dégustation des vins rouges, on peut aussi goûter les vins blancs accompagnés d'huîtres en provenance du bassin d'Arcachon, proche d'une 50aine de kilomètres de Pauillac. That's why I run this race. Just for the oysters. Just for this? Yeah. Not the wine. The wine. There's of course. Ah, voilà les caravanes. Ah, la caravane passe. Le Médoc est une péninsule engagée entre l'océan et la Gironde, et le transport maritime fait partie de son histoire. En effet, le port de Bordeaux assurait les liaisons avec l'Afrique du Nord et l'Amérique du Sud, tandis que les ports de Pauillac, Bourg et Blaye assuraient les transports locaux. Au début du siècle, une multitude de bateaux comme la Gabarre convoyaient des barriques de vin. Celle que nous vous présentons est le dernier exemplaire qui navigue encore sur la Gironde. Marc Bouter a créé une association pour restaurer et sauver ce bateau exceptionnel. C'est un bateau qui servait autrefois à transporter de la marchandise et ça a été détrôné par les camions et le chemin de fer qui étaient beaucoup plus rapides dans leur délai de livraison et beaucoup plus fiables puisque ces bateaux naviguaient à la voile et donc naviguaient également au rythme des marées et au gré du vent. C'est un bateau qui mesure 18 mètres de long hors tout, qui pèse environ 30 tonnes, qui peut transporter le double de son poids en marchandises. Une deuxième particularité, c'est que nous pouvons abattre le mât pour pouvoir passer sous les ponts. Par exemple le pont de Pierre à Bordeaux et remonter ainsi vers Langoiran, ou le pont de Libourne et remonter vers Sainte-Terre ou Question-la-Bataille. C'est une histoire d'amour avec l'estuaire de la Gironde, oui, je pense, puisque c'est un coin, je ne suis pas d'ici, mais c'est un coin qui m'a complètement absorbé. Je trouve que ces îles complètement abandonnées, c'est vraiment très poétique. C'est un rêve.
Pour l'ensemble des concurrents, la course touche à sa fin. Les jambes sont lourdes, les mains aussi. Bref, les organismes sont fatigués. Et le seul objectif est d'arriver. C'est déjà l'heure du bilan et des souvenirs inoubliables. Globalement, très bien. Le marathon, c'est comme l'éternité. C'est très long, surtout vers la fin. Allez, 1 km. Allez, Alain, c'est bien. 1 km. Là, ça va être l'apothéose parce qu'à l'arrivée, il y a tellement de monde. C'est génial. Ça, c'est vraiment la grande fête. C'est superbe. Quel marathon encore cette année. Ainsi, le marathon du Médoc est unique au monde car il sait réunir sur 42 km, seul ou en groupe, des hommes et femmes de toutes races et nationalités qui partagent dans la fête l'humour, la joie, l'amour du sport, du vin et de la vie. Vous l'avez compris, c'est bien la fin de ce documentaire. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez la réponse à la question de cette semaine. De quel marathon parle-t-on dans ce documentaire? A. De Douala, B. Du Médoc, C. De Libreville. C'est peut-être vous qui remporterez le magnifique écran plasma d'une valeur de 2 753 450 francs CFA. À la semaine prochaine.